mon écran. Donc quelques petites consignes de démarrage, donc sur les fonctionnalités de Teams, c'est pour faire en sorte que, voilà, cet atelier se déroule dans les meilleures conditions pour l'ensemble des intervenants et des participants. Donc, on vous invite à couper vos micros et vos caméras. On vous rappelle que le webinaire est enregistré, pour un certain nombre d'entreprises et qui, ne peuvent pas nous rejoindre aujourd'hui et on propose l'ensemble de ces webinaires en replay à la demande des entreprises de l'Occitanie. On vous invite bien évidemment à utiliser cette petite bulle, qui vous permettra d'afficher le fil de la conversation. Donc n'hésitez pas à poser l'ensemble de vos questions au travers de ce fil de discussion, au fur et à mesure du déroulé, on reprendra vos questions à destination des différents, intervenants et puis voilà, vous pouvez, tout à fait, réagir, interagir avec les pictos qui sont proposés sur ce fil de discussion. Mais également, voilà, si vraiment il y avait une volonté de votre part d'intervenir, de prendre la parole, vous avez ce petit picto-là qui vous permet de lever la main et à ce moment-là, l'animation, vous permettra de prendre la parole. Alors ceci étant dit, voilà un petit peu ce qui nous attend, ce matin. Donc ce, webinaire, nous l'avons, bâti, notamment et grâce à, l'équipe de la Team France Export au Japon, que je remercie, vivement. Donc, vous voyez, en ce moment à l'écran, qui sera également accompagné de Martin Baer, qui est notre, correspondant, Occitanie au Japon, basé dans les locaux de Business France. Donc sur le déroulé, moi je vais vous faire une petite introduction pour vous resituer un petit peu, la dynamique dans laquelle s'inscrit ce webinaire et la le point de départ, qu'il pourra être sur un certain nombre d'actions qui vous sont proposées. M'accompagne aujourd'hui, Sophie Gérard qui sera en charge, d'un certain nombre d'actions vers le Japon et Nathalie Guillen qui est, la collaboratrice dans le service en charge des questions, notamment et des opérations du bien-être et de la cosmétique, donc voilà. Donc sur le déroulé, je remercie toute l'équipe Business France de sa mobilisation. Donc on aura une présentation générale avec un petit focus, art de vivre qui sera fait par Akiko Hori, qui se présentera tout à l'heure. Merci Akiko. Alexis Tatou qui nous fera un petit focus sur le volet e-commerce, qui est un canal à ne pas négliger et qui représente certaines opportunités, mais aussi certaines contraintes, pour votre développement au Japon. Et puis Mika Koshina, qui elle nous assurera une présentation un peu plus focus, sur la partie, cosmétique. Je remercie d'ores et déjà les 2 témoins, qui ont été mobilisés par les équipes au Japon, monsieur Takezawa, excusez-moi, donc qui est le General Manager de Orlan Japon, et puis monsieur Alexis Audouin, pour la société Bozabo, mais je laisserai, Martin et l'équipe de la team vous les présenter au moment de leur témoignage. À partir de 10:00, la séquence sera exclusivement à destination des entreprises cosmétiques, puisque nous avons demandé à notre partenaire Cosmed de nous faire un petit point, sur, cette partie réglementaire. Donc, voilà, toutes les entreprises qui sont intéressées pour avoir cette actualité et ce focus réglementaire, pour la partie, cosmétique sont invitées à rester avec nous. Les autres, bien évidemment, on vous dispensera de cette séquence et je remercie Marie Magnan qui assurera cette présentation, réglementaire. Alors juste vous rappeler en quelques mots, que ces séquences de webinaires, elles s'inscrivent, dans le cadre d'une stratégie Japon qui a été impulsée depuis déjà quelques années au niveau de l'Occitanie, compte tenu, à la fois des échanges économiques, qui existent entre notre territoire et cette zone, qui est le Japon, mais également par rapport à ce que représentent les entreprises, japonaises qui sont implantées sur notre territoire. Alors on en a cité quelques-unes, elles ne sont pas exhaustives et elles sont 28 au total, à être, implantées sur notre territoire et là encore ça représente un axe, assez fort de nos relations avec le Japon. Je ne vais pas détailler beaucoup plus sur sur ce volet-là, mais vous dire quand même que tout ça s'inscrit également
dans le cadre de 3 missions successives qui ont été conduites par, la présidente de région et qui nous a permis à tous, au niveau de l'écosystème Occitanie, de développer et de consolider un certain nombre de relations, tant sur le plan bien évidemment, culturel, universitaire et institutionnel, mais surtout sur le volet économique puisque, avec l'action qui se profile pour le mois d'octobre, nous serons à la, 4e mission, que, Haddock pilote, en collaboration et avec l'appui des équipes de la team, sur cette zone pour essayer d'amplifier et de développer, vos relations commerciales avec le Japon. Souligner qu'il y a, effectivement des accords de coopération qui ont été engagés et qui sont animés, entre la région et notamment la préfecture de Kyoto et la préfecture d'Aichi. Donc c'est autant d'opportunités aussi de voilà, de développement de liens dans un certain nombre de secteurs, mais au-delà des secteurs qui sont listés, hein, sur cette slide, ça reste des points d'appui et des leviers, assez importants et puis, la matérialisation de cette dynamique, elle se fait notamment autour de la présence de Martin Baer, qui assurera la transition, entre tous les intervenants aujourd'hui et je l'en remercie, qui est basé dans les locaux de Business France, à Tokyo, et qui assure pour le compte de l'Occitanie, voilà, la mise en œuvre, de toute de voilà, cette dynamique, ces réseaux, ce développement et qui constitue pour nous un point d'appui. Donc après 2 ans de VIE, sur le Japon, aujourd'hui Martin est confirmé, et ça confirme en soi, voilà, cette volonté de mettre toutes les chances, du côté de l'écosystème Occitanie pour développer des relations durables, avec le Japon. Sur cette slide, on vous propose, d'avoir une lecture pour les entreprises, notamment de la partie, cosmétique, cosmétique et bien-être, les différentes opportunités qui vont vous être proposées, pour, aller dans une phase un peu plus opérationnelle de vos démarches, vers le Japon. Je soulignerai, 2 axes, l'initiative, que nous souhaitons soutenir, quant à l'opportunité de vous aider au référencement sur 2 plateformes e-commerce que sont Rakuten et Amazon Japan. C'est une initiative que nous soutenons, portée par les équipes de la Team France Export, au Japon, sur laquelle bien évidemment les entreprises de cosmétiques, aux côtés des entreprises de l'agroalimentaire, mais du viticole potentiellement, mais également des entreprises de l'art de vivre, seront invitées, voilà, à proposer éventuellement leur candidature à ce référencement. Quand bien même on a et Alexis le développera tout à l'heure, voilà, on a quand même conscience des enjeux et des opportunités, mais conscience aussi des contraintes et des aspects assez, particuliers, qu'il faut pour pouvoir, assurer, ce référencement de la bonne manière et en faire un vrai levier de développement. Donc ça, c'est une opération qui vous sera proposée très prochainement et qui va courir entre juin, et septembre et puis la mission de prospection B2B, qui se déroulera du 12 au 15 octobre, en présentiel dans un monde idéal, en distanciel, dans le monde dans lequel nous vivons depuis un an. Mais en tout cas, sachez que, ce sera autant d'opportunités sur lesquelles on s'engage à travailler à vos côtés pour, pouvoir vous mettre en relation de manière assez, forte avec, des décideurs, des acteurs qui font partie de vos cibles pour développer votre business au Japon sur votre thématique. Bien évidemment, toutes les entreprises de l'art de vivre et cosmétiques seront systématiquement sollicitées sur toutes les opportunités, qui se présenteront, notamment dans le cadre des dynamiques qui sont animées, à l'initiative de la région, sur ces secteurs-là. Donc ça, Nathalie Guillen et Sophie Gérard, les interlocutrices de mon équipe, reviendront vers vous à chaque fois, qu'une opportunité se dessinera pour associer, votre entreprise, vos solutions ou vos produits, dans ces initiatives régionales. Voilà, donc pour ma part, vous dire, voilà, donc on clôture aujourd'hui le dernier webinaire de notre web-série. Au-delà des 2 missions, enfin le référencement e-commerce et la mission B2B, que je vous ai proposée, sachez également que toute l'équipe de la Team France Export Occitanie, donc à la fois les collaborateurs ad hoc, mais tous les collaborateurs associés à cette team, que ce soit les équipes Business France en Occitanie, les équipes de la CCI, sont à votre disposition
conditions pour travailler avec vous le projet qui vous conviendra le mieux pour votre développement au Japon. Voilà, donc pour ma part, j'ai terminé. Donc je vais arrêter le partage de mon écran et proposer, à Kiko, de prendre le relais, et puis laisser, Martin assurer, voilà, les transitions entre tous les animateurs. Donc je vous souhaite un bon webinaire et n'hésitez pas à proposer vos questions dans le fil de la conversation. Akiko, je vous laisse la parole. Très bien. Merci beaucoup, Anne, pour votre introduction. Nous sommes ravis de cette opportunité pour échanger avec vous et avec vos entreprises. Donc, je souhaiterais maintenant vous présenter les atouts et opportunités du marché japonais autour de l'univers du bien-être, commençant par le focus art de vivre, consommation et tendance en général. Donc, consommation et tendance, le Japon, c'est un des principaux pays de consommation au monde. Le Japon demeure parmi les trois marchés principaux de consommation au monde. Le consommateur comprend et apprécie l'art de vivre français et les qualités d'achat sont plus personnelles que liées à la reconnaissance sociale et il est prêt à payer le prix de la qualité. De nouvelles tendances de consommation voient le jour et les choix des Japonais reflètent une recherche grandissante de bien-être, de l'originalité et de différenciation. L'image de la France dans les domaines de bien-être et de l'art de vivre demeure excellente et ceci dit en même temps que l'attente des Japonais est très élevée vis-à-vis de besoins. Maintenant, c'est un article que j'ai lu récemment. Les Japonais deviennent plus riches et encore plus attentifs à leur qualité de vie. Il y a maintenant plus de gens riches. Le slide, s'il vous plaît. Voilà. Les Japonais deviennent plus riches. En fait, il y a plus de 1,3 million de ménages ont désormais des actifs de plus de 100 millions de yens, soit 800 millions d'euros. Beaucoup de ces riches vieillissent aussi vite que la population générale et préfèrent dépenser plutôt que laissent tout au fisc. Les dirigeants des sociétés de cette classe très aisée ont augmenté les intérêts pour le propre bien-être et santé, mettent plus d'importance pour les familles, voyagent avec distance, utilisent plus de e-commerce, s'investissent aux rénovations de la maison, au mobilier, etc. Par exemple, vous voyez à droite une photo de l'intérieur de train. C'est un train de ultra luxe avec des boiseries de métiers d'art qui s'appelle le Seven Star, 7 étoiles, dans le sud du Japon. Vous êtes obligé de payer 1 400 à 4 100 euros par nuit, mais c'est toujours complet et je n'arrive pas à réserver. Voilà. Et bon, c'est bon, s'il vous plaît. Donc là, maintenant, je vais vous présenter le marché dans ce contexte de pays au fort pouvoir d'achat. Au niveau macroéconomique, le marché de l'art de vivre représente à lui seul 50% des exports de la France au Japon. Avec un positionnement marqué haut de gamme, le Japon demeure le deuxième marché mondial de secteur de l'art de vivre haut de gamme luxe. Les Japonais sont des consommateurs exigeants et adaptifs qui attachent une importance primordiale à la qualité et à l'originalité des produits. Il faut noter aussi que la fidélité marquée auparavant aux gros marques est moins importante toujours et les consommateurs se tournent vers un luxe plus confidentiel et vers une consommation plus individuelle et personnelle. Donc, je vous ai un petit peu cité 4 secteurs et je laisse le secteur cosmétique pour Mikako, mais pour le secteur habillement, donc c'est 60 milliards d'euros pour PAC, 28 milliards pour accessoires de mode. C'est un troisième marché mondial. C'est un marché porteur pour le luxe, créativité et le design. En ce qui concerne le marché de l'intérieur et décoration, cela représente 28 milliards d'euros. C'est un marché également en croissance et vu la situation de Corona, c'est un marché très intéressant à suivre. Et puis, comme il y a peut-être une entreprise de la piscine, malheureusement, je n'ai pas de chiffre pour ça, mais je vous dis simplement que le marché de l'oasis aussi, c'est un marché grand, très important et en croissance. Le slide, s'il vous plaît.
Alors maintenant, nous allons voir ensemble quels sont les principaux acteurs de marché. Malgré une perte de dynamisme, les grands magasins restent des acteurs importants et de belles vitrines pour les marques. Ah non, c'est pas le même. Pour les marques moyennes haut de gamme et haut de gamme. Dans ces magasins, il y a très peu d'achats en physique. Le stock est en concession. Les concepts et les forces de vente, les démarques et les stocks invendus sont à la charge de la marque et du distributeur. Un partenaire local importateur est aussi nécessaire en principe pour accéder à cette distribution sélective, encore que certains grands magasins puissants aient le propre acheteur pour créer des rayons sélectifs. Donc, j'ai quelques exemples de grands magasins. Isetan, Takashimaya, et puis les centres commerciaux de luxe comme Ginza Six, qui vient Midtown. Le slide suivant, je vous montre en fait les Selector Shops. Je pense que vous avez entendu parler. Les Selector Shops, chaînes de magasins multimarques, sont devenus des acteurs incontournables pour les nouvelles marques étrangères, car ils cherchent tous ardemment pour trouver des produits originaux et d'autres qualités, notamment occidentaux. Bien qu'ils importent moins qu'avant et augmenter la part des produits fabriqués en propre, ils continuent de chercher des nouveautés dans l'offre occidentale pour enrichir l'assortiment et de se démarquer d'autres concurrents dans l'univers du style de vie. Voici, et puis je vais finir avec le téléachat et e-commerce. En fait, le téléachat aussi est une voie de distribution intéressante, assez spécifique en Asie, je pense. Ce n'est pas du tout mal vu, et car les ventes marchent bien pour les marques qui ont une histoire à raconter. Par exemple, le leader de téléachat Jupiter Shop Channel organise une journée française 2 ou 3 fois par an, et beaucoup de marques françaises sont présentées par ce biais. Et l'e-commerce, plus que jamais, joue un rôle important, augmente le pas des réseaux de distribution. Nous allons présenter ce sujet en profondeur tout à l'heure. Donc, je finis avec le slide. Donc, nous avons vu ensemble les principaux acteurs de marché. Et voici la base du circuit de distribution Japon. Afin d'accéder à ces détaillants, il faudrait aussi passer en principe par les maisons de commerce, comme vous voyez à gauche, importateurs fabricants. Bien qu'au Japon, la distribution soit simplifiée et qu'il y a moins d'intermédiaires qu'avant, il est judicieux d'avoir un relais local ou un partenaire distributeur afin de répondre à différentes exigences de marché. En ce qui concerne les produits cosmétiques, il faudra en principe passer par les importateurs de produits cosmétiques. Voilà, je finis ma partie. Maintenant, je passe la parole à Alexis Tatou de Business France qui présente le marché de l'e-commerce. Parfait, très bien, merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, du coup, en charge des questions de e-commerce. Alors, on peut passer sur la suivante. Alors, du coup, il faut avoir en tête qu'au Japon, on a à peu près 87 millions d'habitants qui utilisent le e-commerce, donc ce qui représente un marché assez important, en croissance depuis de nombreuses années, qui va continuer de croître d'à peu près 8,6% jusqu'en 2022. Donc, je pense que vous l'imaginez aussi, l'utilisation d'Internet au Japon est assez répandue. On a 92% des personnes de plus de 40 ans qui utilisent un smartphone. Les 2 tiers achètent en ligne. Et surtout, la moitié des ménages avec enfants achètent au moins une fois par semaine sur Internet. Donc, bien sûr, les principales raisons pour le e-commerce pour les consommateurs, c'est de trouver des produits qui ne sont pas en magasin, de pouvoir acheter bien sûr à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, mais aussi de pouvoir avoir des prix plus attractifs, donc bien sûr la même chose qu'en France. On le voit sur l'écran, les 3 plus gros acteurs du e-commerce au Japon se partagent à peu près 50% du marché. Ils sont généralistes, multisectoriels. Cependant, il existe également des plus petits acteurs, plus spécialisés, comme par exemple ZOZOTOWN, que vous connaissez peut-être, qui est lancé dans la mode et qui également a commencé dans le domaine des cosmétiques, qui compte plus de 8 millions de clients et a plus de 7000 marques inscrites sur le site. Et enfin, également des sites
un peu plus consommateurs vers consommateurs, qui sont, eux, très populaires pour, par exemple, revendre les vêtements, les chaussures, etc. Donc, dans tous les cas, les consommateurs japonais, ils recherchent avant tout la sécurité dans la transaction, mais également dans la relation qu'ils ont avec les plateformes et les vendeurs. Au niveau des produits qui sont les plus demandés, bien entendu, on a l'habillement qui est très fort, l'alimentaire, l'électronique, la beauté également. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que par exemple, sur le marché des cosmétiques dans l'ensemble, en 2019, le e-commerce ne représentait alors que 6% des achats en valeur. 6% des achats étaient sur le e-commerce dans la cosmétique. Pour l'habitat, c'était à peu près 23%, une part plus importante. Et pour la mode, on était simplement à 14%. Donc vous voyez qu'il y a encore une marge assez importante sur ce domaine-là. Et il faut voir, vous le voyez à l'écran, que en raison des conditions sanitaires et des difficultés qu'ont eu les consommateurs à se rendre dans les magasins au Japon, la hausse, par exemple, pour les cosmétiques était de plus de 23% sur le online, pour la mode, plus de 30%, tout ça en 2020. Le cross-border aussi, hein, c'est une chose qui est très importante. Pourquoi? Parce que ça permet d'obtenir des articles non importés officiellement au Japon. C'est dans 58% des cas la raison principale de l'utiliser. Ensuite arrivent souvent les questions de prix. C'est moins cher d'acheter à l'étranger que d'acheter au Japon. Ça arrive parfois. Et c'est souvent depuis les États-Unis, la Chine, mais également la Corée du Sud et le Royaume-Uni que l'on voit des articles venir depuis l'étranger. Enfin, les consommateurs japonais, vous l'avez compris, sont connus pour les exigences aussi bien en termes de qualité, mais également dans le service. Et ça concerne principalement la livraison. Il faut savoir qu'au Japon, la raison principale pour laquelle on change de site Internet vers lequel on fait ses achats, c'est en raison d'un délai de livraison qui n'a pas été respecté ou de contraintes qui ont été un peu trop longues. Sur la slide suivante. Donc, au Japon, il existe plusieurs acteurs dans le domaine. On retrouve des entreprises généralistes qui sont également présentes dans le retail, des entreprises spécialisées, retail et online, et puis la même chose avec des entreprises uniquement sur le online, donc généralistes ou spécialisées, et enfin les places de marché. Donc, on ne va pas détailler ensemble tout ce que vous avez, mais ce qui est important à avoir en tête, c'est que notamment le e-commerce B2C, donc direct vers les consommateurs, a beaucoup d'avantages dans le sens où on n'a pas forcément d'enregistrement à faire au Japon, car c'est le client qui est responsable de l'importation, pardon. Également, pas de droit de douane à payer, pas de taxe à payer sur un montant qui est inférieur à 140 €. Et donc ça, c'est un moyen qui est, on va dire, très efficace pour aborder le marché dans un premier temps. Et cela se fait avec les places de marché ou alors avec son propre site Internet lorsqu'on a les moyens. Par contre, si l'on souhaite travailler avec un retailer, vendre directement avec un site spécialisé, bien souvent, ça nécessite d'avoir un importateur, sauf si ce partenaire, ce retailer ou autre, est en capacité d'importer lui-même les produits au regard de la loi applicable en dépit des différents produits. Sur une première approche simple, donc on l'a vu, c'est assez simple. On peut avoir une certaine autonomie sur le marché via justement les marketplaces, mais sur une approche long terme, avec un investissement plus important et ainsi des retours sur investissement plus élevés, il est important d'envisager de cibler les retailers ou les pure players spécialisés et donc de considérer l'utilisation d'un importateur. Slide numéro 3. Et bon, pour finir, faire assez simple, on a un schéma qui représente bien les différentes possibilités pour entrer sur le marché de façon globale. Donc vous constatez qu'il est rare de traiter en direct avec un vendeur, c'est quelque chose qui est assez rare, mais qu'on a une possibilité de chemin assez variée. Donc notre conseil, c'est vraiment d'anticiper votre projet de développement, que ce soit aussi bien en retail que sur le online, et bien définir votre stratégie dès le départ. Dans tous les cas, il faut garder à l'esprit que le consommateur japonais a des attentes particulières. Il faut pouvoir y répondre, même sur le online. C'est-à-dire que même si on ne parle pas bien anglais au Japon, il va pouvoir faire un effort peut-être de mise en avant des produits en japonais pour maximiser les ventes, donner des garanties sur les conditions d'envoi, les conditions de retour,
qui sont très importantes. Donc, au final, il n'est pas très compliqué de se lancer sur le e-commerce au Japon. C'est un marché large, avec beaucoup de possibilités. Il faut simplement être préparé. Et du coup, avant de vous lancer, maintenant, vous connaissez un peu toutes les différentes bases pour le e-commerce. Donc, je vais repasser la parole à Mikako pour la cosmétique. Bonjour à tous. J'ai déjà eu l'occasion d'échanger avec certains parmi vous, mais ceux qui ne me connaissent pas, je suis Mikako Shina, chargée d'affaires export qui s'occupe de cosmétiques au sein de Geo Business France Japon. Donc, je vais d'abord vous présenter le marché japonais de cosmétiques. Le marché japonais de cosmétiques est 21 milliards d'euros, troisième marché mondial, derrière les États-Unis et la Chine. C'est un marché stable, mais saturé, mais stable. La prévision d'ici 2023, même la crise sanitaire, on prévoit 25 milliards d'euros d'ici 2023. Et les soins de la peau représentent presque la moitié du marché et 2/3 du marché sont occupés par deux segments, les soins de la peau et le maquillage. Et les soins capillaires représentent également une part du marché assez importante, soit 17%. Et comme vous pouvez le constater, la taille du marché de parfum est relativement petite, 1,2%. Parce que l'habitude de se parfumer est une pratique encore plus fréquente au Japon. Concernant les importations de cosmétiques, la France est le premier fournisseur du Japon. Donc, 30% des produits cosmétiques importés sont français ici au Japon. Et la France est leader pour le segment du parfum et du maquillage. Et le pourcentage de parfum est assez remarquable, 62%. Même si la taille globale du marché du parfum est petite, la France, les produits français représentent 60% des parfums importés. En ce qui concerne les soins pour la peau, en fait, la France était le premier fournisseur jusqu'au 2019. Mais la Corée du Sud est devenue le premier fournisseur depuis l'année dernière. Donc, le marché du soin pour la peau devient assez concurrentiel ici, avec des offres japonaises déjà existantes et aussi avec les autres coréens maintenant. Ici, je vous présente deux segments prometteurs, les produits bio et naturels, qui représente 5,8% du marché, et cosmétiques de l'homme qui représente 4,7% du marché. En fait, les consommateurs japonais recherchent de plus en plus des produits sains et sûrs et respectent l'environnement. Donc, les mots-clés sont sustainability et clean beauty. Et la France est plus avancée au Japon pour ce segment. Donc, il y a des opportunités pour des marques françaises de cosmétiques bio et naturels. En ce qui concerne les cosmétiques pour hommes, les consommateurs masculins apprécient également des produits qu'ils peuvent utiliser avec leur femme en couple. Donc, les produits généralistes sont également demandés. Si les autres distributeurs, concernant les réseaux de distribution, je ne vais pas entrer en détail, mais je vais vous présenter quelques spécificités du circuit de distribution japonais. En fait, le circuit plus important, c'est généraliste, ça veut dire des points de vente physiques comme GMS, drugstore et variety stores. Donc, les variety stores, dont Akiko a présenté tout à l'heure, les enseignes. Les enseignes de variety stores sont souvent une porte d'entrée pour les cosmétiques importés. Et concernant e-commerce, qui est développement, notamment depuis la pandémie,
Mais pour les cosmétiques, le circuit point de vente physique reste encore très important. Aussi, des opérateurs de vente à domicile porte-à-porte qui proposent maintenant les ventes en ligne parce qu'il y a moins en moins de femmes au foyer, donc c'est plus pratique de proposer l'achat par e-commerce qu'aller visiter à la maison aux clients. Il faut noter également que le circuit vente professionnel ne représente que 6% du marché du circuit de cosmétiques. En fait, ce circuit est dominé par des salons de coiffure, donc le circuit salon de beauté est relativement petit. Par contre, il y a des marques françaises de ce circuit qui sont bien implantées depuis longtemps au Japon. Par exemple, des marques de professionnels comme Guino, Marico, ou des marques de thalassothérapie comme Tarugo et Phytomère. L'aspect suivant. Ce qui concerne le profil du consommateur, le pouvoir d'achat est assez élevé. La consommation moyenne en cosmétique pour un ménage de 2 personnes ou plus, c'est 409 € par an. Donc, quelle que soit la génération ou le sexe, les consommateurs japonais sont assez exigeants et avides de nouveautés et ils mettent beaucoup d'importance sur l'apparence. Donc, les produits fonctionnels qui contribuent à la perfection de la peau sont des plus demandés. Donc, les produits, ça veut dire des produits innovants, par exemple scientifiquement prouvés ou dont le brevet est déposé. Et comme je vous ai déjà parlé, les cosmétiques naturels et bio sont prometteurs, mais aussi sont un peu anti-âge parce que la population japonaise vieillisse. Presque 30% de la population devient plus de 65 ans. Dans ce contexte actuel, des produits bien-être sont aussi recherchés, par exemple le parfum d'intérieur ou des produits aromathérapie. Mais ce n'est pas simple des produits senteurs ou des huiles essentielles. Les fabricants japonais ajoutent des effets désinfection ou développent un nouveau produit, par exemple un spray à vaporiser à l'intérieur du masque pour avoir un confort. En résumé, le marché japonais de cosmétiques est intéressant à prospecter parce que la taille du marché est importante et le savoir-faire français est reconnu. Mais comme les offres locales sont de qualité et les consommateurs japonais sont exigeants, si vous réussissez au Japon, vous pourrez réussir sur le reste de l'Asie ou ailleurs. Et ce marché est aussi connu par sa résistance à la crise économique liée à la crise sanitaire, grâce à une bonne gestion de l'épidémie par le gouvernement japonais. Donc, pour terminer, je voudrais regarder un court vidéo de témoignage de notre client qui a participé à notre opération collective de cosmétique il y a 2 ans. Selma est une marque de cosmétiques bio fabriquée en France et labellisée très significative. Notre volonté, avec le jumeau associé, était de proposer une gamme de produits où l'on n'est plus à choisir entre plaisir, transparence et efficacité. Nous travaillons en commun avec un laboratoire qui a plus de 45 ans d'expertise dans le bio. Notre gamme aujourd'hui est composée de 12 références. Tout s'est passé assez vite puisque nous avons commencé les discussions en juillet. Fin septembre, nous avons parlé de contrat. Nous avons signé le contrat au mois d'octobre. Et la première commande, ça s'est fait au mois de novembre. Nos produits ont été lancés début janvier, en mois de janvier. Et assez rapidement, on a vu des résultats. Excusez-moi, je voudrais que vous ayez
votre micro dans la salle parce qu'on a le son en écho. Je suis désolée. Voilà, pour avoir juste le son de la vidéo, il faudrait peut-être que vous éteigniez votre propre micro au niveau de la salle à Tokyo. Oui, pas de souci. Merci. Merci beaucoup, donc merci. Maintenant, donc, j'ai le plaisir de vous présenter M. Takezawa, General Manager de Orlan au Japon. Il intervient en anglais. Now here is Mr. Takezawa. Would you please share your experience with us in your career with cosmetic industries? Tell us about how you see the future cosmetic market in Japan and give some advice to French companies. Thank you. Thank you. First of all, I have to apologize to you that two things is first of all, I cannot speak any French, sorry. And also this time I didn't bring any PowerPoint presentation, so let me apologize that I have to only verbally talk. So as Hori-san introduced to me, I'm a general manager of the Orlan Paris JP, who is a subsidiary of the French company. And as Orlan is one of the historical French prestige skincare cosmetic company, and about more than 70 years history. And I hope you know about Orlan. And in Japan market, they have been about more than 40 years in Japan market. And first, in the beginning, in about the 80s, 1980s, they distribute through the importer. And after 20 years, and Orlan created joint venture company between the Pola. Pola is one of the big cosmetic company in Japan. And between the Pola and the Orlan, they created joint venture company and restarted in the Japan market. But then at that time, actually, I was the president of Orlan Japan, and from the transfer from the Pola Group. And then I spent 5 years, and I was transferred to another division. Then after the 10 years, unfortunately, Pola decided to stop this joint venture business between the Orlan. So 2018, Orlan has to decided to restart in Japan market to do by themselves. So after a few years, and I had an opportunity to come back to Orlan and study as in this year,
as a general manager's position. So compared to the like 10 years ago, which I have been doing the online business, it actually, unfortunately, the business itself has been shrinking for the online business. So I'm having a very difficult time because I have to reboost the sales. And also, as you know, in all over the world, because of the COVID situation, and especially for the premium skincare brand, we mainly doing the business in the department store, suffering a lot. If I talk about the cosmetic market in the department store, especially for the skincare, premium skincare brand, we hit about 40, around the 40% minus or the 50% minus from the previous year because of the COVID situation. And also mainly the premium brand is also, we had a lot of good things. We had a lot of inbound tourists from China. So that's why unfortunately the inbound tourists has suddenly disappeared. So that's why the sales disappeared also. So some brand is negative like 60%. And also the Japanese cosmetic company, which is like a Shiseido or Kosei, including Polar, who is doing the business at the department store, they have like a minus 60% or sometimes more. So Holland is also, we are targeting to the premium or luxury, the luxury brand. We are having those difficult time. So today I was going to introduce about cosmetic market in Japan, but actually Mikiko-san has, I believe Mikiko-san has introduced everything, so which I was thinking too. So maybe I have to change the subject to you. So to do the online business in Japan market to reboost the sales, since the price range is about 200 euro to 300 euro, which means about 20,000 yen to 30 to 40,000 yen average client purchase. So our distribution is mainly for the department store only, or maybe premium salon. And also as previously there was an introduction is e-commerce market. Is because of this COVID situation, the e-commerce market is really booming right now, and also as a Holland, which we focus for the premium department store, but at the same time we have to follow those things. So we decided to do the Amazon business, and also we decided to start our online business too. So this is just starting, so we don't have so much sales, but for this market is growing, so we have to do for this business too. And what else? When we launched or when we import the brand products from the Europe or France, sometimes as a Japanese to do the Japanese businesses, we are facing the difficulty. For example, when we import the product from the Europe, first of all, we have to check the ingredients list. I believe, when you do the business in the Europe, you just follow the INCI Euro, the ingredients list. But to import from the overseas, Japan has the original Japan regulation, so we have to check that those ingredients, whether it fit or not. So then this is the first things that to do, whether we can import the brand product from the Europe. Then after we checked that all the things is okay, and we have to change the label to import. We have to translate those ingredients to Japanese, and because we have to label in Japanese. So this is the things that even the small samples we have to do it. This is sometimes it takes a while, and sometimes it is difficult to receive those ingredients listed from the Europe. So then sometimes we may not be able to import from that. And then we translate about the products, and we have to educate, and we have to understand what is this products for. Then we have to translate, and we do the education to our, for example, sales lady, the PC. Then we start the selling.
So what else? Then sometimes what to do in Japan, the business in Japan, well, the difficulties. Japan consumer is really spoiled and also that really demanding because sometimes the brand treat customer, especially if I talk about the department store cosmetic business, we treat the customer like a god, which you may feel like it's strange, but so we treat them as a kind of a very loyal. So that's why that they are really spoiled. So sometimes even they have a small scratch in the box, they don't accept. So this is a really sometimes it's a really difficult time for the when you do the business and when you export to the brand to Japan. So for the packaging, even the packaging, they are really careful. So to export, you have to be careful. And sometimes the product itself, Japan, for example, if let's say that there is a defective products, sometimes if it's really invisible, very small defective, sometimes maybe you don't care, but the Japanese customer really care about what is this inside. So even you try to say this is nothing, don't worry, it's not bad for the body, but the customer don't understand. They demand to know what is this one exactly. So sometimes, so this is sometimes it's very difficult. We cannot get any good answer from the brand, the maker. So that's why that we may have a difficulty to how to explain to the client. So these things, it's not going to be happen every day, but sometimes these kind of things is really difficult from the European business. So sometimes the maker, the brand holder think like if every product is accepted in Japan market, they can launch in all over the world. So they especially for the people, factory people, they think like they understand like that. So yes, it sometimes it's difficult to understand and it's very difficult to export the product to Japan. But at the same time, as you know, that Japan is one of the top 3 biggest cosmetic market and a really unique market. So even the population is gradually declining, but still the big one of the big market. And if you success in the Japan market, it's influence to the other Asian market, China and Southeast Asia. So there's a lot of opportunity for you. So hopefully you have a chance to export and have a business in Japan market. So that's about it for me. Thank you. Thank you so much, Mr. Takezawa, for your presentation based on your everyday business experience. Maintenant, je vous présente notre dernier intervenant, Alexis Audouin, Monsieur Alexis Audouin de Bossabo, qui témoigne de ses expériences avec le Japon en tant que marque de la mode. Nous avons eu ce plaisir de travailler avec lui justement au mars 2021. C'est à vous, Alexis. Oui, bonjour à tous. Donc, je me présente, donc Alexis Audouin. Donc, je représente la marque Bossabo. Donc, on fabrique des sabots initialement, des sandales et nouvellement des chaussons. Donc, on est une toute petite entreprise. On est vraiment tout petit parce qu'on est un atelier de 12 personnes. Donc, une entreprise familiale. Je suis la 5e génération. Donc, une longue histoire à raconter. Donc, on est une entreprise labellisée Entreprise du patrimoine vivant. Et donc, on fabrique tout en France, dans notre atelier. Donc, on fait en gros 30% d'export. Et pour le Japon, je vais y revenir plus tard, mais on a des chiffres. Enfin, ça représente, c'est un des plus gros pays auxquels on arrive à exporter. Donc, nos vendeurs, c'est principalement, on vend principalement en B2B. Donc, on a principalement dans des grands magasins, des concept stores, donc les select shops au Japon, et des multimarques prêt-à-porter. Donc là, pour revenir au Japon, nous, on a commencé l'exportation de nos produits dès les années 90. Donc, c'était sur des salons européens, donc à Paris et Milan, donc des salons internationaux de prêt-à-porter. Et donc là, ce sont directement des acheteurs japonais qui ont donc passé commande via ces salons-là pour commencer à développer la marque au Japon. Petit à petit, ça a pris de l'ampleur
Et du coup, on a eu un agent au Japon dans les années 2000 qui a géré nos clients japonais sur place. Donc, on passait à la fois par des importateurs, comme a été expliqué précédemment, et à la fois en direct avec certaines boutiques. Et c'était principalement par importateur. Donc, dans les années 2000, on faisait quasiment, à une époque, on faisait certaines saisons, on faisait 50% de notre chiffre d'affaires au Japon, ce qui était énorme. Bon, ce n'est plus tout le chiffre qu'on fait actuellement. On a perdu beaucoup de parts de marché, donc ça, je vais y revenir plus tard, mais c'est vrai que le Japon suit beaucoup les tendances. Donc, c'est surtout pour les produits mode, c'est assez cyclique. Il y a des années, on va dire, quasiment blanches, et des années où on va avoir vraiment beaucoup de commandes. C'est vraiment aléatoire. C'est c'est les aléas de la mode et de la tendance, on va dire. Donc, nous, pour développer nos produits, comment on fonctionne, on utilise quand même pas mal Business France. Soit pour faire des missions de prospection, il y a notre fédération de la chaussure et l'aide de dépense, on prospecte directement soit il y a des salons. On a par exemple Project Tokyo qui a été fait en mars 2020 dernier, qui a été fait en distanciel. C'est la première fois qu'on fait un festival, d'employer notre stand Tokyo et Business France. On était en et pas simple. Excusez-moi, mais je ne sais pas si c'est général, mais le propos est très haché. Donc, on a peut-être un problème de connexion avec vous. Je suis désolée. Est-ce que vous m'entendez? Si je me rapproche, est-ce que vous m'entendez mieux ou... Peut-être couper la caméra pour libérer de la bande passante. Oui, Et voilà. la caméra. Alors, est-ce que c'est mieux là? C'est mieux. Merci. Ok, très bien. Donc, je disais qu'on avait fait le salon Project Tokyo en mars, qui était en distanciel. Et c'est un salon, c'est la première fois qu'on faisait un salon donc, à distance. Et ça s'est quand même plutôt bien passé. On a eu une bonne reprise des commandes avec nos clients japonais. Donc, c'est quelque chose d'important pour nous. Que nous, pour nos produits, c'est très compliqué de les vendre à distance. Enfin, il faut que le client puisse les toucher. Donc, c'est très important de pouvoir faire des salons et de pouvoir présenter nos produits. Donc, voilà, le client veut toucher, donc c'est très important d'être sur place et de faire voir nos produits. L'avantage aussi que nous, on a, c'est qu'on a une longue histoire à raconter, vu qu'on est une petite entreprise familiale. Quand on raconte notre histoire, les clients japonais adorent ce type d'histoire avec une tradition, avec l'histoire familiale derrière. Donc, c'est très porteur pour nous. Il y a une très, enfin, il y a voilà, ils accordent une très grande importance aussi à la fabrication française. Donc, c'est quelque chose qu'on met nous en avant, donc via le label donc Entreprise du patrimoine vivant, qui est connu au Japon. Donc, c'est porteur pour nous. Ils aiment aussi, forcément, ça a été dit par les interlocuteurs précédents, produits de qualité. Donc là, il faut vraiment insister sur la qualité de produit. Les Japonais sont très, très exigeants. Ça a été dit précédemment, mais je confirme, quand on envoie un produit au Japon, il est épluché de A à Z. Nos produits, ils passent les rayons X, par exemple, quand ils passent la douane. Les douaniers nous demandent pourquoi il y a des agrafes. Donc, on a des agrafes forcément pour tenir notre cuir sur les semelles bois, par exemple. C'est visible qu'au rayon X. Donc, on doit expliquer pourquoi il y a ce type de fixation. Donc, c'est vraiment, il y a un contrôle qualité qui est très exigeant sur les produits. Il faut vraiment voilà, avoir un très un bon produit de qualité. Sinon, je pense que j'ai à peu près tout dit. Après, moi, mes conseils pour les primo-exportateurs, il ne faut pas hésiter à solliciter Business France qui nous donne quand même pas mal de conseils. Il faut surtout être aussi persévérant. Quand la marque n'est pas connue au Japon, c'est assez difficile de s'implanter. Il ne faut pas hésiter à faire plusieurs tentatives. Il ne faut pas y aller en one shot. Vraiment, petit à petit, connaître la marque. L'acheteur va peut-être pas acheter la première année. Petit à petit, à force de voir la marque, il va se dire tiens, il faudra peut-être tenter et ça peut marcher comme ça. Vraiment créer un lien avec l'acheteur, garder contact et puis relancer les acheteurs. Et en général, ça se passe
très bien. La gestion clientèle, les clients japonais sont très parmi les importateurs. Nous, on n'a pas les clients japonais. Je crois qu'on a perdu Alexis. Ah. 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 Alexis, vous êtes là? Oui, je suis toujours là. Alors, je sais pas si vous m'entendez. Oui, on n'a pas entendu votre dernière phrase, ça a pas mal assuré en fait. Du coup, je disais que alors, je parlais sur les importateurs, ça peut faire peur au début, mais les clients japonais connaissent savent travailler déjà avec leur importateur, donc ils vont nous aiguiller sur quel importateur partir et ça pose pas de problème, hein. Il y a pas de, on avait peur au départ d'un côté administratif, mais il n'y a pas de problème particulier là-dessus. Donc, je pense que j'ai à peu près tout dit sur notre secteur, par rapport à notre expérience à nous. Merci beaucoup, Alexis. Donc, ce qui est important, c'est la confiance, relation de confiance avec vos partenaires japonais. Et vous avez dit plein de choses très, très intéressantes. Donc, j'espère que les entreprises de primo-exportateurs de la région d'Occitanie, ils ont pu retenir ce qu'il avait dit à la dernière partie. Mais sinon, si vous avez des questions, c'est une occasion. Il ne reste pas beaucoup de temps, mais je ne sais pas si vous avez des questions particulières ou sinon, si le timing is running out, en conclusion de notre côté, donc bien que Mathieu, ces marchés de secteur de vivres cosmétiques offrent de nombreuses opportunités pour des produits sachant répondre aux attentes et exigences locales, et sachez que le Japon, comme M. Takeda vous a dit, est le marché de référence pour pénétrer le reste de l'Asie. J'espère que ce webinaire vous permettra de comprendre mieux l'univers de bien-être au Japon et de définir votre stratégie vis-à-vis du marché japonais. Nous en serons ravis si nous pourrons vous accompagner au deuxième semestre 2021 avec la région ADOC. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez la moindre question vis-à-vis de notre marché. Merci beaucoup et je repasse la parole à Anne. Merci beaucoup à toute l'équipe pour ces précisions, ces présentations et merci aux intervenants pour leur retour d'expérience. Alors, ce que je propose, c'est que les vidéos ont parfois été coupées, donc ne vous inquiétez pas, on vous fera parvenir par email via l'équipe les liens pour aller peut-être revisionner certains des supports qui ont été proposés dans le cadre de ce webinaire et un grand merci encore aux deux témoins que vous avez mobilisés. Alors, je ne suis pas sûre qu'il y ait des questions, n'hésitez pas, ceci dit. Donc, si jamais il n'y a pas plus de questions, on peut passer directement à la séquence plutôt réglementaire sur laquelle Cosmed va intervenir. Tout ce webinaire, quoi qu'il en soit, sera suivi d'un certain nombre d'échanges avec l'équipe ad hoc, que ce soit Nathalie Guillen ou Sophie Girard, pour justement essayer d'évaluer à la lecture de tout ce qui vous a été partagé, quels seraient les moyens à mettre en œuvre pour vous accompagner sur cette phase peut-être de prospection ou de consolidation de vos relations existantes. Donc, on a les outils pour, donc ne pas hésiter. Ce que je propose, du coup, c'est peut-être que Marie Magnan, j'espère que je prononce bien le nom. Oui, il n'y a pas de souci. Super, merci Marie. Écoutez Marie, je vais vous laisser la parole. N'hésitez pas, les entreprises qui ne sont pas du secteur de la cosmétique, voilà, soit vous nous posez vos questions, soit on vous libère, puisque je pense que cette partie-là est vraiment très spécifique pour les entreprises de la cosmétique. En tout cas, on vous remercie de votre présence sur ce webinaire et on reste bien évidemment à votre écoute pour les suites à donner. Écoutez, je pense que les questions, elles auraient... Oui, Akiko, je vois que vous leviez la main. Oui, on ne vous entend pas par contre. On devait vous quitter, donc on vous dit au revoir, c'est ça? Et puis, M. Takeda aussi doit quitter, donc voilà. Thank you very much, Mr. Takeda. Au revoir. Thank you. Thank you. Thank you. Merci. Bye. Merci, bonne journée. Bon, mais du coup, Marie, c'est à vous. Je vous laisse partager votre écran.
Pas de problème, ouais. Je vais partager du coup l'écran. Je coupe mon micro et ma caméra, mais vraiment, j'insiste, n'hésitez pas à poser vos questions, surtout là sur les parties réglementaires, où parfois, ça peut être un peu compliqué. Voilà. Marie, c'est à vous. Si vous avez un problème de partage, n'hésitez pas. Je vous dis, de toute façon, vous avez ma présentation. Là, je vais tester. Et puis, si jamais ça ne marche pas, je vous demanderai de... Voilà. C'est alors, parfait. normalement, c'est bon? Parfait. Parfait. Allez-y. Alors, très bien. Bonjour à tous. Donc, je suis là pour vous parler de la réglementation des produits cosmétiques au Japon. Voilà, parce que quand on exporte les produits cosmétiques, c'est important de connaître en amont un petit peu les règles qui s'appliquent à ces produits afin de pouvoir discuter avec vos distributeurs japonais, de pouvoir comprendre leurs demandes aussi et de pouvoir peut-être aussi vérifier vos produits en amont pour pouvoir proposer à vos distributeurs des produits qui soient déjà vérifiés ou conformes. Je vais juste commencer par quelques mots sur Cosmed. Donc, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas vraiment, donc Cosmed, c'est l'association des PME de la filière cosmétique. Donc, on a plus de 920 entreprises adhérentes. On représente ces entreprises auprès des autorités, donc auprès de la Commission européenne et auprès de l'ANSM en France. Et parallèlement à ça, on propose des services aux entreprises cosmétiques, voilà, pour les aider dans leur développement. Donc, ça peut être des formations. On a une base de données de veille réglementaire et voilà, on organise régulièrement des webinars, des événements. Il y a pas mal d'événements en région aussi. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous voulez nous connaître un peu mieux, à aller faire un tour aussi sur notre site internet. Alors, donc on va entrer dans le vif du sujet. Donc au niveau des autorités au Japon. Donc, les autorités compétentes, ça va être donc le ministère de la Santé, qui est là-bas le Ministry of Health, Labour and Welfare. Ça va être pour tous les produits de santé, donc aussi bien les médicaments que les cosmétiques. Ensuite, vous avez la Pharmaceuticals and Medical Devices Agency, la PMDA, qui est dépendante aussi du ministère de la Santé et qui s'occupe principalement d'une catégorie de produits qu'on ne connaît pas en Europe, mais qui existent au Japon, qui s'appelle les quasi-drugs. Ensuite, vous avez la Japan Cosmetic Industry Association au Japon, donc qui est en fait l'association des entreprises japonaises de la cosmétique. Un peu l'équivalent de Cosmed et qui est en fait qui publie beaucoup de guidelines, qui est très très active et qui est très suivie. Donc voilà, toutes les guidelines de la JCIA, ça fait quasiment force de loi, même si c'est pas officiellement des lois. Donc voilà, c'est un organisme qui est important au Japon. Au niveau des textes réglementaires pour les produits cosmétiques, vous allez avoir le Pharmaceutical Affairs Law et le Standard for Cosmetics. Donc, on verra en détail un petit peu plus après les exigences par rapport à ces textes. Alors, quelque chose d'important à savoir, c'est que la mise sur le marché des produits cosmétiques est libre. C'est-à-dire que vous n'avez pas de notification, pas d'enregistrement à faire. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de contrôle, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de réglementation, mais en tout cas, vous n'avez pas l'obligation de notifier ou d'enregistrer vos produits cosmétiques. Alors, donc là, j'ai parlé des produits cosmétiques. Il faut savoir qu'au Japon, en fait, on n'a pas exactement la même définition des produits cosmétiques que celle qu'on connaît en Europe. Donc, la définition des produits cosmétiques se trouve dans la Pharmaceutical Affairs Law. Donc, en fait, ce sont des produits qui ont une action douce ou moyenne sur le corps humain et qui sont appliqués
sur le corps humain pour nettoyer, embellir et augmenter, améliorer l'apparence, ou pour garder la peau ou le corps en bonne condition. Donc en fait, là, ce qu'on va distinguer, en fait, c'est 2 catégories de produits. Donc vous avez les cosmétiques, donc qui se réfèrent à la définition plus haut, et les quasi-drugs, qui sont des produits qui contiennent un ingrédient actif, donc avec une faible mais réelle activité pharmacologique sur le corps humain. Donc, ce sont des produits qui n'entrent pas dans la catégorie des médicaments. Donc, il peut y avoir aucun effet secondaire, comme pour les cosmétiques. Les cosmétiques ne tolèrent pas d'effets secondaires sur le corps humain. Par contre, c'est vraiment une catégorie qui va se situer entre les produits cosmétiques et les médicaments. On va distinguer les cosmétiques des quasi-drugs par leur action. Donc, sur le produit cosmétique, c'est vraiment une action douce, c'est un maintien de la beauté. Alors que le quasi-drug, on sera vraiment sur de la prévention ou sur une modification douce de certains aspects en fait, de la peau, des cheveux. Donc, les quasi-drugs et les cosmétiques se distinguent sur cette action. Et ils vont se distinguer également sur d'autres choses. C'est pour ça que parfois, c'est un peu difficile de faire la distinction entre cosmétiques et quasi-drugs. Vous allez devoir aussi considérer les ingrédients et les allégations. On verra ça un petit peu plus tard dans la présentation. Donc, on va faire un focus sur les quasi-drugs. J'en parlerai moins après parce qu'on va vraiment se concentrer sur les produits cosmétiques. Faut savoir que pour mettre un quasi-drug sur le marché au Japon, c'est quand même assez complexe. Donc, c'est des produits qui sont soumis à enregistrement avec une approbation des autorités avant la mise sur le marché. Donc, les autorités en question, c'est la PMDA, la Pharmaceutical and Medical Device Agency. Voilà, ils font beaucoup de consultations en fait préalables pour justement faire en sorte que les quasi-drugs qui sont en développement puissent être approuvés. Donc, un quasi-drug, on va voir plus la partie drug, justement, de médicaments. C'est-à-dire que c'est un produit qui est défini par un actif plus des excipients. Donc, pour les excipients, c'est une liste d'ingrédients positifs, qui sont... pour chaque ingrédient, en fait, vous avez certaines catégories de quasi-drugs où vous pouvez mettre l'excipient, d'autres vous ne pouvez pas, vous avez des pourcentages maximaux. Enfin, c'est assez strict au niveau de la réglementation. Et alors, concernant l'actif, donc il y a une liste d'actifs reconnus qui ont déjà été utilisés par les entreprises, qui sont officiellement reconnus par les autorités à des concentrations spécifiques. Cependant, la liste, elle n'est pas très longue. Et donc, il y a toujours la possibilité d'utiliser un nouvel actif. Donc, après, il y a des classifications dans les actifs. Donc, si c'est un actif complètement inconnu des autorités, si c'est un actif qui est un petit peu connu, mais qu'on utilise à une concentration différente, si c'est un actif qui est déjà bien connu, mais la concentration est différente, ou alors le mode d'emploi de votre quasi-drug va être différent. Donc, et en fonction de ces catégories, l'enregistrement sera plus ou moins compliqué. Vous aurez besoin de fournir plus ou moins de documentation. C'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de possibilités de consultation de la PMDA sur place, malheureusement au Japon. Mais pour toute cette partie active, pour savoir ce qui est connu ou non des autorités, ce que vous pouvez ou non faire. Ensuite, donc, pour l'enregistrement, vous aurez bien sûr besoin d'une documentation exhaustive pour l'ingrédient actif. Il y aura une vérification complète du produit et des effets revendiqués. Pour certains produits, vous avez la possibilité de suivre une monographie. Donc, les autorités ont publié certaines monographies pour certaines catégories de produits. Donc là, l'approbation, elle va être vraiment plus simple. Si vous suivez la monographie, après, la monographie, ça vous laisse quand même assez peu de
possibilité de créativité, on va dire, dans le produit. Mais bon, ça facilite vraiment la mise sur le marché. Et ensuite, bien sûr, vous avez un étiquetage spécifique avec le terme quasi-drug qui est obligatoirement affiché. Donc, sur la droite, je vous ai mis une petite liste des produits qui sont systématiquement considérés comme des quasi-drugs. Bon, c'est non exhaustif, hein, bien sûr, puisque en fait, si vous mettez un actif considéré comme pharmaceutique dans votre produit, il va être reclassé en tant que quasi-drug. Donc, les produits qui sont en gras et en couleur, ce sont des produits pour lesquels il existe une monographie. Voilà. Donc après, vous avez quand même la moitié de la liste en question qui est sans monographie, donc pour lequel l'enregistrement sera plus complexe. Voilà. Donc on va retourner vers les cosmétiques. Donc on va s'intéresser aux ingrédients. Donc, dans le Safety Standard for Cosmetics, vous avez des listes de substances. Donc c'est un peu similaire à ce qu'on connaît en Europe, dans le sens où vous avez des substances interdites, des substances à usage restreint, des conservateurs autorisés, des filtres UV autorisés. Donc, alors contrairement à ce qui peut exister dans d'autres pays d'Asie, les produits solaires au Japon sont des cosmétiques, ce ne sont pas des quasi-drugs. Si, bien sûr, ils sont formulés avec des allégations cosmétiques, mais de base, ce sont des produits cosmétiques. Alors, la différence, en fait, principale des listes réglementées japonaises avec les listes européennes, c'est que, déjà, elles n'ont pas été modifiées quasiment depuis 2000, donc à l'époque où est sorti le Standard for Cosmetics. Ensuite, elles sont beaucoup moins exhaustives qu'en Europe. Donc voilà, par exemple, les substances interdites, la liste du Standard for Cosmetics, il y a 30 substances, donc ce qui est rien du tout. Et ensuite, ce sont des listes de substances qui sont parfois, on va dire, difficiles à attribuer, puisqu'en fait, il y a des noms japonais auxquels on a du mal à attribuer un nom Inki tel qu'on le connaît en Europe. Et puis, il y a des familles de produits. Et donc, on ne va pas savoir forcément si tel ou tel ingrédient est classé justement dans cette famille qui a une restriction. Donc, voilà, ça peut être parfois un petit peu compliqué. Donc, au niveau des substances interdites, donc il y a les 30 substances du standard, c'est très peu. Et donc, c'est complété par deux autres listes. Donc, ce sont les listes de classe 1 et 2 du CSCL. C'est le règlement REACH japonais. Donc, là, pour le coup, les listes sont régulièrement mises à jour. Et puis, les listes du règlement Poisonous and Deleterious Substances Control Act. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle une poison list. Donc, ça existe aussi dans d'autres pays. C'est un règlement qui est assez ancien, hein, qui est sorti dans les années 50, qui est mis à jour régulièrement. En fait, c'est un règlement transsectoriel. Les substances listées sont pas forcément interdites, mais sont très réglementées. C'est-à-dire que l'entreprise qui les utilise doit être enregistrée, il y a un étiquetage très spécifique, il y a des comptes rendus réguliers qui doivent être faits aux autorités, une déclaration d'une personne responsable. Donc, en fait, c'est pas officiellement interdit, mais dans la pratique, c'est pas possible de les introduire dans un produit cosmétique. Le souci de cette liste, donc, c'est qu'il y a des substances qui sont très communes, qui sont régulièrement utilisées dans les produits cosmétiques. Et donc, il a été fixé dans cette loi des seuils de substances au-dessous desquels ce règlement ne s'applique pas. Donc, il faut juste vérifier ces seuils. En général, ça passe, mais bon, il y a certaines substances qui du coup, ne pourront pas être utilisées au pourcentage qu'on souhaiterait. Et ensuite, vous avez du coup une liste positive aussi pour les colorants qui est hors règlement cosmétique.
Cette liste positive, elle est uniquement pour les colorants à base de goudron, donc ceux qu'on appelle charcoal colors. Donc les autres types de colorants, donc les colorants naturels, vous avez par exemple le caramel, ils sont considérés comme des ingrédients classiques. Donc voilà, c'est juste vérification classique sur la sécurité de l'ingrédient, mais en tout cas, il n'y a pas de liste positive. Et donc la liste des colorants s'applique également au quasi-drug. Alors, pour les autres ingrédients, donc ceux qui ne seront pas réglementés dans le Safety Standard for Cosmetics, responsabilité du metteur sur le marché. Il doit y avoir une vérification de sécurité, donc ils ne doivent pas contenir des substances qui peuvent rendre l'utilisation des produits cosmétiques dangereuse pour la santé, avec également une vérification sur les impuretés. Et surtout, voilà, pour que votre produit puisse puisse rester dans la catégorie des produits cosmétiques et pas basculer dans celle des quasi-drugs, ils ne doivent pas être considérés comme pharmaceutiques. Donc, ça va être des ingrédients à effet médicamenteux ou listés dans la pharmacopée japonaise. Donc, alors, dans la pharmacopée japonaise, il y a pas mal, enfin, il y a plein d'ingrédients. Il y a des ingrédients aussi qui sont très couramment utilisés en cosmétique, hein, comme vous avez par exemple, je crois que la glycérine, elle est listée dans la pharmacopée japonaise. Ça ne veut pas dire que si vous mettez de la glycérine dans votre produit cosmétique, il va être classé en quasi-drug, puisque voilà, c'est un ingrédient qui n'a pas d'effet, on va dire, pharmaceutique. Voilà, c'est pour ça que c'est parfois un petit peu compliqué de faire la distinction entre un quasi-drug et un cosmétique. Mais voilà, il faut vraiment rester sur une action assez basique. Et ensuite, donc les autorités de santé, en 2004, ont publié une liste de substances pharmaceutiques, enfin considérées comme pharmaceutiques, c'est pas forcément des actifs médicamenteux, hein, mais en tout cas qui sont considérés comme pharmaceutiques, mais qui restent autorisés dans les cosmétiques. Donc alors, l'étiquetage des produits cosmétiques. Alors ça a déjà été évoqué, hein, mais l'étiquetage doit être totalement japonais, avec donc aussi la liste des ingrédients qui doit être en inki japonais. Donc normalement pour chaque inki européen en écriture latine, on va dire, il y a un inki japonais qui correspond. Et c'est la JCIA notamment qui se charge en fait de la traduction des inki en japonais. Donc pour les mentions d'étiquetage, vous avez le nom et l'adresse du Marketing License Holder ou Marketing Authorization Holder. Donc c'est le responsable de la mise sur le marché au Japon. Bon, bien sûr, vous avez la marque, le nom du produit, le numéro de lot, le poids. Donc la date d'expiration pour certains cosmétiques très, très spécifiques, le pays d'origine, le mode d'emploi et les précautions d'emploi. Alors pour les précautions d'emploi, il y a certaines précautions d'emploi qui vont être obligatoires selon la catégorie de produit ou selon les ingrédients. Par exemple, si vous mettez des ingrédients à base, si vous mettez des ingrédients à base de protéines de blé, en fait, vous allez avoir des mentions spécifiques pour éviter, pour prévenir du risque d'allergie. Voilà, parce que les autorités au Japon ont constaté des allergies plus fréquentes avec les protéines de blé et les ingrédients dérivés du blé. Et du coup, ils ont publié une notification pour un étiquetage obligatoire sur les cosmétiques contenant ces ingrédients. Alors, on va passer donc aux allégations cosmétiques. Alors, c'est très, très, très strict. C'est-à-dire que vous avez des règles générales, bien sûr, comme à peu près dans tous les pays. Donc, les déclarations erronées, mensongères ou extravagantes sont interdites. Il est interdit de prêter aux produits des propriétés impossibles à prouver. Et les revendications associées aux quasi-drogues ou aux médicaments sont interdites pour les cosmétiques.
Après, il y a une liste en fait de 56 allégations qui sont acceptées pour les cosmétiques. Donc là, je vous les ai mis dans la présentation. Elles ont été traduites en anglais, hein, mais voilà, elles seront affichées en japonais. Voilà, c'est vraiment pour être sûr, que ça reste dans le cadre d'un produit cosmétique. Donc, vous ne pouvez pas vraiment sortir de cette liste d'allégations. Voilà, il y a possibilité de modifier légèrement, effectivement, bon, d'autant plus que là, la traduction, c'est une traduction en anglais, donc le texte japonais, il peut être un peu interprété aussi différemment. Mais voilà, il faut vraiment rester dans cette liste parce que c'est la liste qui est considérée comme ayant une action suffisamment douce sur le corps humain et donc qui reste dans la catégorie des produits cosmétiques. Alors, pour toutes les questions d'importation. Donc, comme je l'ai dit au Japon, il faut que vous ayez une personne responsable de la mise sur le marché. Alors, la plupart du temps, c'est votre distributeur. Ça peut être quelqu'un d'autre aussi. Hein, ça peut être une filiale ou une autre personne qui prend justement la responsabilité. Donc, en fait, cette personne, alors, elle doit avoir au moins une marketing license, donc qui autorise juste, simplement une autorisation de mettre des produits cosmétiques sur le marché. Et si jamais l'étiquetage final ou le packaging final ou même le stockage se fait sur le sol japonais, l'importateur doit également obtenir une manufacturer's license. Donc, ses principales responsabilités, ça va être la qualité et la sécurité des produits cosmétiques. Donc, évaluer la gestion de la production, le contrôle qualité, garder 5 ans tous les rapports sur les produits, sachant qu'en général, ça a été évoqué aussi avant, mais il y a beaucoup de rapports qualité, beaucoup de contrôle qualité. Établir un système capable de fournir des informations fiables pour répondre aux consommateurs, donc des réclamations, d'éventuels retraits de produits. Et rendre compte d'un problème de sécurité dans les 30 jours au MHLW, donc qui sont les autorités japonaises. Alors, là j'ai mis quelques autres informations. Donc, justement, votre importateur au Japon doit prouver qu'il suit les bonnes pratiques de qualité. Donc, les good quality practice. En fait, le but, c'est de maintenir la qualité des produits commercialisés. C'est vraiment un contrôle qualité des produits. Donc là, on n'est pas vraiment sur le réglementaire, on est vraiment sur la qualité. Donc, comme ça a été expliqué avant, pareil, ça peut être une petite rayure sur un flacon. Ça peut être un packaging qui est mal fermé. Enfin, c'est vraiment de la qualité finale. Donc, il va s'occuper, ça va être tout un traitement de ces défauts, justement. Dès qu'il y a un défaut qui est détecté, c'est tout le lot qui repasse en vérification, un éventuel retrait du marché. Voilà, et donc l'archive documentaire de 5 ans dont j'ai parlé juste avant. Au sujet des bonnes pratiques de fabrication, donc ça c'est plutôt pour la fabrication en France, donc la norme ISO 22716, elle est reconnue au Japon. Et donc, un certificat BPF pourra être demandé à l'importation. Ça peut être aussi c'est pas forcément un certificat par un organisme extérieur. Ça peut être une autocertification, un engagement comme quoi les bonnes pratiques de fabrication sont suivies. Sur la norme ISO 16128, donc les ingrédients cosmétiques naturels et biologiques, on a vu que c'était un secteur qui était quand même en pleine croissance au Japon. Donc cette norme, elle est reconnue au Japon. L'association japonaise fait partie
fait partie du coup du groupe de travail au niveau de l'ISO pour la mise au point de cette norme et ils sont assez actifs. Donc voilà, c'est une norme que vous pouvez utiliser au Japon si vous le souhaitez. Alors, en conclusion, donc j'ai mis les points vraiment à faire, à être attentif pour l'exportation des produits au Japon. D'abord, ça va être le positionnement de votre produit. Donc, on l'a vu, il y a plusieurs catégories de produits. Donc, voilà, bien vérifier le positionnement de votre produit, bien vérifier les allégations et vérifier les ingrédients. La mise sur le marché, donc les cosmétiques, la commercialisation est libre. Donc, ça va être effectivement une exportation qui est facilitée. Et pour les quasi-drugs, par contre, vous allez avoir besoin de l'approbation des autorités. Et là, c'est plutôt conseillé d'avoir une personne sur place qui soit vraiment compétente pour le coup, pour vous aider à l'enregistrement. Et avec une personne compétente avec laquelle vous pouvez bien dialoguer. Ensuite, au niveau de l'exportation, c'est l'étiquetage, l'étiquetage qui doit être en japonais. Si vous faites un packaging spécial, spécial Japon, en fait, où l'étiquetage est déjà en japonais, lorsque vous fabriquez en France, faites bien contrôler cet étiquetage par votre distributeur. Voilà, pour vérifier que vous n'aurez pas de problème ensuite, justement, soit à la douane, soit au moment de la mise sur le marché. Et le dernier point, bien sûr, c'est la qualité. Donc là, voilà, c'est un point, c'est vraiment une spécificité du Japon. Les produits doivent être de très bonne qualité. Voilà, d'autant plus avec l'image que la France a au Japon, qui est quand même une image très, très qualitative. Voilà, donc si vous avez, je ne sais pas si on fait un temps de questions-réponses ou pas, donc si jamais vous avez des questions, vous pouvez aussi me contacter sur mon mail et vous retrouvez donc toutes ces informations sur la veille réglementaire de Cosmed. Ok, merci beaucoup Marie pour votre intervention. Alors n'hésitez pas si vous avez des questions. Sinon, je vais conclure. Donc, merci beaucoup à tous de votre participation. Nous restons à votre disposition, bien entendu, avec Nathalie Guillat en charge de la filière, que ce soit pour la mission prévue en octobre ou pour la partie e-commerce. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à revenir vers nous. Vous aurez les infos, bien entendu, prochainement. Voilà, merci à tous. Merci. Pas de questions. Merci. Au revoir.